tous les samedis à 1h de l'après-midi, Radio Métropole a présenté Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sous Focus Énergie, un pile spécialiste a discuté sur solutions que vous capoter sur problème énergétique pays. Public l'entouré doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus à une nouvelle émission de Focus Énergie sur Radio Métropole. Aujourd'hui, le grand thème de notre intervention, c'est l'optimisation de l'utilisation du charbon de bois en Haïti. Et comme sous-thème de l'émission, nous allons parler des réchauds améliorés. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Madame Docteur Rafaela Beyanka, qui, je crois que je vais lui donner la parole pour qu'elle se présente avant de continuer. Rafaela, je ne sais pas si je peux te tutoyer. Si tu permets de tutoyer. Oui, donc mon nom c'est Rafaela Beyanka et je travaille pour Lifeline ici à Haïti. On est des producteurs de réchauds améliorés et on est arrivé dans le pays en 2010 après le tremblement de terre, comme beaucoup d'autres. Et donc moi j'ai joint l'organisation au début de 2013. 2013, ok. Donc, oui. Merci. Vous aurez le temps, tout de suite, Rafaela, de continuer à nous expliquer ce que fait l'institution, pourquoi et en quel sens vous travaillez, parce que je sais que vous êtes dans plusieurs autres pays. Vous êtes, on est en Ouganda aussi, et puis on a fait du travail aussi dans les camps de réfugiés en Kenya, au nord de Kenya, et dans le sud du Soudan aussi. D'accord. Donc, mais je suppose que Haïti est un petit peu particulier. Haïti n'est ni l'Ouganda ni le Kenya, mais donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc permettez-moi que je continue. Je présente et j'incite nos auditrices et nos auditeurs à réfléchir sur les questions de toujours. D'abord, c'est leur dire et nous expliquer à nouveau ce qu'est Focus Énergie. Focus Énergie prétend être une émission de format, disons, web 2.0 qui permet l'interaction entre les auditeurs, entre les auditrices et la plateforme de conception, entre le staff qui travaille pour mettre en onde Focus Énergie. Donc, vous avez d'un côté accès à notre courrier électronique info.focusenergie@gmail.com. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos préoccupations énergétiques, vos inquiétudes quant à ce que nous traitons comme thème. Si vous êtes intéressé à d'autres thèmes, faites-le nous savoir, toujours concernant l'énergie. Et vous avez aussi notre compte Twitter. Le compte Twitter, c'est @Focus Énergie HT. Là, sur le compte Twitter, vous retrouverez les préoccupations ou nos préoccupations, les préoccupations du staff et les réflexions que nous produisons quant à l'utilisation de l'énergie en Haïti, quant aux interrelations qui se produisent ou qui devraient se produire entre Haïti et les autres pays, aussi bien nos voisins d'à côté, la République dominicaine, que nos voisins en fait de la Caraïbe et nos voisins un peu plus lointains, parce que quand même on est dans le village global quand même. De toute façon, rentrez sur le compte Twitter, suivez nos réflexions et participez. N'oubliez pas non plus que Focus Énergie, chaque semaine, nous essayons de rappeler ou d'inciter à réfléchir sur deux grandes pistes. 1. Le niveau d'accès à l'électricité dans notre pays, qui est très bas, l'un des plus bas, je vais dire du continent pour être généreux. Et la deuxième chose, c'est la pression prédatrice que nous exerçons sur la couverture végétale de ce pays. Et qui est l'une des causes pour lesquelles Focus Énergie a invité aujourd'hui à Madame
Beyanka, docteur Rafaela Beyanka, qui va nous parler des réchauds améliorés. Donc, continue donc avec l'institution de Madame Beyanka et surtout avec d'abord son profil, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que je sais qu'elle a un doctorat en combustion, en gestion de la combustion. C'est bien ça? Oui, expliquez-nous. S'il vous physique de la combustion. Physique de la combustion, donc c'est tout indiqué. Bon, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur en fait. J'ai travaillé avec les grands producteurs d'énergie et on faisait la simulation des processus de combustion dans les grands plants qui produisaient l'énergie. Puis après, j'ai travaillé toujours dans la combustion. Une petite seconde, vous parlez de la combustion. Dites-nous tout simplement, pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent comprendre, parce que quand on parle de combustion, on a tendance à ignorer ce triangle qui favorise, si vous voulez, ce triangle du feu que certains spécialistes appellent, non? C'est-à-dire, c'est quoi la combustion, c'est quoi le comburant, qu'est-ce qui facilite la combustion, quel est le rendement qui peut être associé à un appareil utilisé pour contrôler. Dites-nous un petit peu, clairement avec des mots, des phrases simples et des mots clairs. Bon, pour faire de la combustion, il faut avoir le combustible et puis il faut avoir un appareil pour que le combustible puisse se consumer. Et dans les grandes situations, comme quand on produit de l'énergie dans une grande échelle, à les petites, comme quand on utilise un réchaud, et c'est à peu près la même chose. Donc, on a un problème de faire la combustion de n'importe quel combustible on utilise. Ça peut être du gaz, ça peut être de l'huile, de la gasoline, du charbon, du bois, oui. ou de la biomasse. Et la façon dont on fait la combustion est très importante, parce que ça va donner le rendement. Ça veut dire que si on change la façon de faire la combustion, on peut changer la quantité de combustible qu'on utilise. Donc, on devient beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Exactement. Okay. Ça change l'efficacité. Et aussi, ça change les résidus de la combustion. Donc, par exemple, si on a un cheminée et fermé avec la glace devant. Peut-être quelqu'un des auditeurs ont eu la possibilité de faire cette expérience. Quand on commence le feu, on a beaucoup de fumée. Puis, quand la combustion se réchauffe, devient plus efficace. La production de fumée diminue. Exactement. Alors, même la verre qui était tout noir au début, ça va retourner transparent. Ça veut dire que la fumée a été brûlée par le feu parce que la température est plus haute. D'accord. C'est-à-dire que vous associez... D'abord, il faut dire que c'est très important ce que vous venez de dire rapidement. Ce qu'on produit en fait à partir de la combustion, donc quand on brûle un combustible, on veut avoir en fait ses points d'objectif, ses points buts, soit pour produire en fait de l'énergie, posons mécanique, de l'énergie électrique, et aussi on obtient de la chaleur comme forme dégradée. Absolument. N'est-ce pas? Donc si on arrive à réutiliser cette forme dégradée de l'énergie qu'on appelle chaleur, on augmente en fait le rendement, on augmente l'efficacité. Donc cela revient un petit peu à l'optimisation de la fabrication de vos réchauds en fait. Parce que dans le cas des réchauds, ce qui différencie en réalité un réchaud traditionnel d'un réchaud amélioré, c'est que l'amélioration tend à augmenter l'efficacité, à réutiliser ce qui se perdait dans la combustion normale. Exactement. Donc, c'est justement ça qu'on fait. Notre réchaud par rapport aux réchauds traditionnels sont fermés. Alors, ça veut dire qu'ils ont une chambre d'insolation, si on peut dire comme ça. Et ça veut dire que la chaleur reste dans le réchaud, ne sort pas. Alors, ça a plusieurs implications. L'une des implications, c'est que l'efficacité augmente parce que la chaleur ne se dissipe pas. L'autre, c'est que comme la chaleur est plus haute, alors là, on peut brûler
les combustibles dans une manière plus efficace, ça veut dire les brûler tout. Alors, il n'y a pas de particules qui s'échappent. Et donc, en brûlant ces particules, ça veut dire qu'on a bien utilisé tous les combustibles. Et aussi, il faut savoir que ces particules ne sont pas bonnes pour la santé. Absolument. Donc, on a Donc, c'est-à-dire qu'une bonne combustion, on a une bonne combustion quand on arrive à utiliser au maximum tout le pouvoir calorifique de notre combustible et en minimisant tout ce qu'on peut émettre comme effluent. C'est-à-dire, c'est moins nocif, une bonne combustion, et rend le combustible, ou bien rend l'action, n'est-ce pas, beaucoup moins nocive pour ceux qui utilisent, pour les utilisateurs. C'est bien ça. Absolument, exactement. Continuez. Et vous parlez simplement de réchaud. Ça veut dire que, et j'ai eu le temps, je crois, avoir visité votre site internet. Donnez-nous le site internet, parce que donc on est là aussi pour ça, pour faire savoir ce qui se fait, pour donner la parole à tous les acteurs. Je vais profiter pour le dire. Focus Énergie est une émission au service des acteurs de l'énergie dans ce pays. Et les acteurs, c'est l'ensemble des institutions, c'est le secteur privé, ce sont les bailleurs de fonds aussi, c'est toute institution travaillant dans le secteur de l'énergie et même la population utilisatrice, n'est-ce pas, fait partie de ce que l'autre jour Paolo Chilosi avait dénommé ici l'écosystème, n'est-ce pas? Absolument, c'est un très bon mot pour le décrire en fait. Absolument. Allez, oui, donc on a le site internet international qui est www.lifelinefund.org et aussi on a une page Facebook pour notre réchaud en Haïti. Notre réchaud s'appelle Plop Plop. Plop Plop. Oui, parce que... Et plop plop, ça veut dire que ça cuit rapidement, c'est ça? C'est absolument c'est ça. Sens que vous avez, c'est bien. Oui, absolument. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Plop Plop Réchaud Amélioré. Et là, on peut trouver tout ce qu'on fait dans le pays, les événements, les nouvelles choses qu'on fait, on met les photos et tout ça. C'est bien. Donc, je me rends compte que j'avais établi toute une liste de questions pour vous poser, mais je suis resté complètement dehors parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites qu'on est sorti en fait du scénario que j'avais tracé, mais c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'on s'amuse. C'est très important ça. Et l'autre jour, je crois avoir lu que les fonds qui étaient destinés en fait à la fabrication ou à la promotion des réchauds améliorés, ces fonds avaient tendance à s'utiliser pour autre chose parce que les résultats obtenus pour ce projet, n'est-ce pas, et n'étaient pas ceux auxquels les bailleurs ou les donateurs ou les intérêts en fait politiques pensaient qu'ils allaient obtenir. Est-ce vrai ou qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous un petit peu. Vous parlez du projet en Haïti ou non, bien du projet en général. Oui, bon, l'histoire des réchauds améliorés est longue et on a eu des barrières. Je crois que souvent, ce sont des barrières qu'on rencontre dans le monde de l'aide en général. Alors, il y a une différence entre développement et aide. Alors, si ce sont des problèmes de santé, il faut donner des médecines. Ça, c'est pas une chose qu'on peut faire d'une manière business et économique. On donne les médecines et c'est tout. Mais quand on travaille avec des autres secteurs, comme le secteur énergétique, et en particulier les réchauds améliorés, d'après moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une autre approche, exactement. Alors, dans le passé, on a travaillé beaucoup, par exemple, en Afrique, avec des projets. Parfois, on a commencé à travailler avec les groupes
que on travaillait dans d'autres domaines. Donc, les femmes qui n'avaient pas beaucoup de moyens ou des choses comme ça, on lui apprenait. Des populations vulnérables et économiquement vulnérables. Exactement, où on a de la faiblesse. Alors, on lui apprenait à faire les réchauds et puis elle apprenait à d'autres. Alors, on n'avait pas la qualité, on n'avait pas un produit que les gens appréciaient. On avait vraiment beaucoup de problèmes. Je pense que récemment, on a commencé à changer un petit peu l'approche et j'espère d'une façon que va donner beaucoup plus de résultats. Parce que, par exemple, ce que notre organisation ici en Haïti est en train de faire, c'est de développer un marché. Alors, c'est pas une question de donner quelque chose. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. L'autre jour, j'ai utilisé le mot éco-entrepreneuriat, c'est-à-dire un éco-entrepreneur, quelqu'un qui peut trouver en fait des éléments de recyclage pour utiliser pour produire un outil pouvant être commercialisé. C'est-à-dire quand on rentre dans une phase de la commercialisation d'un produit, on sort de l'aide, on sort de l'assistanat. Je crois qu'effectivement, c'est la meilleure façon d'être productif. Hein, Exactement. Il y a un proverbe espagnol qui dit a caballo regalado no le mires los dientes. Il y a le même proverbe en italien. C'est-à-dire qu'en plus, si on te donne quelque chose, donc, tu t'en fous parfaitement comme de l'an 2000. Oui. C'est-à-dire, écoutez, bon, si ça se perd, ça se perd. Donc, c'est ce que on pourrait appeler un petit peu les effets pervers de l'aide, non? Oui. Il faut qu'on sorte de cette mentalité d'assister. Il faut qu'on sorte de cette façon négative, en fait, de percevoir, en fait, ce qu'on devrait utiliser pour augmenter même le capital, dans ce cas, le capital humain. Le capital humain dans le pays à travers de nouveaux métiers. On a aussi parlé l'autre jour parce que on va parler des briquettes de combustible aussi. Donc, il faut qu'on parle d'éco-activité. Aussi, où là, on peut même parler d'emplois verts. Pourquoi pas? Et visualiser, considérer le nombre d'emplois qu'on est capable de créer en visant la filière des réchauds améliorés. Absolument. En fait, c'est un secteur qui se développe ailleurs. Le travail vert, donc c'est bien d'en parler en Haïti aussi. Et oui, donc c'est cette façon de travailler que nous on cherche de mettre en œuvre. Et il y a quand même des difficultés. Et donc c'est vrai que on peut faire de l'entrepreneuriat quand on a un produit à développer. Mais la raison pour laquelle nous on pense qu'il faut soutenir les secteurs au début, c'est que les secteurs n'existaient pas. Absolument. Alors, il faut que les gens puissent comprendre l'importance, la valeur des réchauds améliorés parce que ça coûte plus cher que les réchauds traditionnels. Alors, ça coûte plus cher parce que c'est beaucoup mieux. En réalité, c'est le même problème que les ampoules à incandescence et les ampoules à faible consommation ou les fluocompacts qui sont beaucoup plus chers que les ampoules en fait incandescentes, qui d'un côté en fait qui sont interdites en réalité. On n'en fabrique plus et on va en trouver en Haïti un stock énorme de produits à bas prix, mais qui est complètement nocif, dont l'utilisation est nocive pour la production et la consommation énergétique dans le pays. Donc, c'est un petit peu ça. La deuxième chose, donc, je vais vous poser une petite question assez, je ne vais pas dire embêtante, mais quand même. Est-ce que vous considérez que vos réchauds ou les réchauds que vous fabriquez sont bien fabriqués, professionnellement et techniquement bien fabriqués et répondent à l'objectif pour lequel ils ont été construits, élaborés? Vous croyez que ce sont de bons produits que vous fabriquez? Oui. Alors, on est arrivé en Haïti avec beaucoup d'expérience dans la fabrication de réchauds et en Haïti, on a amélioré notre connaissance. Donc, c'est vrai que dans chaque pays où on va, il y a des choses un petit peu différentes. Il y a des différentes matières premières qui sont disponibles. Il y a une façon différente de faire la cuisson.
Et donc, les exigences sont différentes et il faut adapter la conception de réchaud. La technique, c'est toujours la même, la combustion, c'est toujours la même, mais on peut créer des modèles de réchaud différents. Donc, c'est ça qu'on a fait. Dans la fabrication, pour nous, la chose vraiment importante, c'est la qualité, le contrôle de qualité. Donc, maintenant, on est encore en train de fabriquer à la main, mais chaque réchaud est contrôlé par quelqu'un du bureau pendant que les boss sont en train de faire leur travail. Et on va bientôt passer à la production mécanisée. Donc, ça va encore augmenter la qualité et la quantité à fabriquer. La quantité de la fabrication. Donc ça va réduire le coût sur le marché. Exactement. Oui, on espère que ça va nous permettre de réduire un petit peu les coûts. Oui. Absolument. Et quels sont les matériaux que vous utilisez pour fabriquer les réchauds? Dans nos cas, c'est le métal. On utilise 3 différentes qualités de métal. Non, qualités... types de métal, avec l'épaisseur qui varie d'un à l'autre. Parce que, par exemple, la chambre de combustion est en contact direct avec le charbon ou les briquettes. Ça veut dire que la température est beaucoup plus haute et là, on a besoin d'un métal qui est plus épaisse. D'accord. Les tops, la couverture du réchaud aussi doit être résistante, car les corps du réchaud peuvent être faits avec un métal qui est moins épaisse. D'accord. Donc, maintenant que vous le dites et que j'y pense, avant de vous demander de me comparer le rendement entre le réchaud traditionnel haïtien à 3 pieds et sans chambre de combustion et complètement ouvert, ou par rapport au foyer de 3 pierres, je voulais vous demander d'expliquer, parce que vous dites que vous utilisez du métal. Donc, si vous utilisez du métal, quand même, le réchaud est un élément dangereux, parce qu'on peut avoir un enfant qui circule à côté et qui touche le réchaud et qui se roule. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, mais je ne disais pas surtout au niveau de sécurité, mais en quantité de chaleur qu'on perd quand même. Parce que si on arrive à amoindrir, à diminuer la quantité de chaleur qui se perd, en fait, par dissipation, on augmente quand même aussi l'efficacité. Et oui. N'aurait-on pas une façon d'augmenter, en fait, soit l'isolation, soit avoir des matériaux plus réfractaires pour éviter de réutiliser cette chaleur, ou bien de mieux utiliser la chaleur qui est dissipée, qui est perdue? Oui. Alors, en fait, on a fait beaucoup de tests au début et on a utilisé des matériaux réfractaires parce que le réchaud est fait avec 2 cercles de métal concentriques. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité d'air au milieu entre les deux. Oui. D'accord. Alors, l'air, comme on le connaît, c'est un très, très bon conducteur. Insulateur, en effet. Donc, on a essayé de mettre des matériaux là-dedans pour voir pour isoler, augmenter l'insulation. Mais ça ne donnait pas vraiment des résultats beaucoup mieux. Donc, l'air est déjà quelque chose qui empêche la chaleur de s'échapper. Et en plus, le réchaud, c'est beaucoup moins lourd. Donc, vous augmentez quand même le volume occupé par le réchaud, parce que là encore, on a un autre problème. Ou bien est-ce que vous considérez simplement, parce que là, je n'ai pas encore vu de prototype de ce réchaud, mais j'imagine que plus on essaie d'avoir en fait une couche d'air suffisamment épaisse pour éviter que le gradient de température soit élevé et ne dissipe suffisamment de chaleur à l'extérieur, ça veut dire, si vous voulez utiliser l'air, effectivement, en tant qu'isolant, ça veut dire que vous devez augmenter considérablement la taille de ce réchaud, sauf si vous considérez pour des petites utilisations, pour des... Vous voyez bien ce que je veux dire? Oui, absolument. En fait, la taille du réchaud est
pensé par rapport à la taille des chaudières. Donc, nos réchauds à la dimension qu'il faut pour l'utilisation avec les types de chaudières qui sont plus utilisés en Haïti. Et l'espace qu'on a pour l'air est suffisant pour que la chaleur ne s'échappe pas. En fait, une chose que c'était intéressant pour nous de voir, c'est que comme message de promotion, de marketing pour la vente de nos réchauds, on n'avait pas pensé à le fait que les réchauds restent moins chaudes par rapport aux réchauds traditionnels. Alors, si une femme qui est en train de faire la cuisson, normalement, met les réchauds, elle s'assit tout près du réchaud, et c'est que on a reçu comme feedback, c'est que les dames nous ont dit, c'est que c'est beaucoup mieux parce que les réchauds ne brûlent pas les jambes. D'accord. OK. Et vous savez, l'un des éléments que l'on a tendance en fait à oublier en Haïti, et il faudrait peut-être qu'on insiste là-dessus, c'est la validation, c'est l'homologation, ce sont les tests de validation des produits. Vous avez dans votre institution, vous avez un contrôle, un département de contrôle de qualité, c'est bien, mais est-ce que vous avez le produit que vous avez sur le marché, que vous lancez sur le marché, est soumis à d'autres tests par des institutions validantes ou des institutions, ou bien dites-nous simplement au niveau des tests de validation, qu'est-ce qui vous a été dit, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Oui, alors nous on a dans l'organisation même, on a des consultantes qui ont travaillé avec les réchauds améliorés pendant 20 ans. Et donc, on fait tout d'abord, quand on veut produire quelque chose, on lui demande de faire ses tests et pour voir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Puis, ici en Haïti, on a été testé par Chemonix. Donc, ça fait partie du programme USA de Réchaud Pau. Et ils ont choisi les producteurs qui pouvaient donner une certaine efficacité minimum. Et donc, nous, on était parmi ces groupes. On attend que le BME et l'université de Quisqueya finissent avec le laboratoire parce que ça va aider vraiment beaucoup tous les acteurs dans la filière. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que, vous savez qu'il y en a une instance, en fait, le Bureau des mines et de l'énergie, qui effectivement est là pour ça, en plus, pour tester, n'est-ce pas, les équipements et aussi, même les services, en réalité, que l'on arrive à offrir, en fait, dans le pays au niveau du secteur de l'énergie ou du secteur des mines. C'est l'institution agréée, c'est l'institution, en fait, qui est aussi maintenant le ministère du Commerce et de l'Industrie, je crois. Et même la sécurité énergétique aussi en dépend. Bon, serait une institution à prendre en considération. Par exemple, maintenant, pour entrer dans des programmes de crédit de charbon, il nous faut une certification internationale qui doit être donnée par quelqu'un qui est reconnu. Alors, ces projets du ministère des Mines et de l'Énergie, c'est très important pour nous et pour les acteurs comme nous, parce que maintenant, ça coûte très cher d'envoyer le réchaud à Berkeley Lab ou ailleurs. Et ce serait beaucoup mieux d'avoir quelque chose de plus bon marché ici. J'espère que les décideurs du pays écoutent notre émission. Ils vont prendre note et contacter Madame Beyanka avec son institution pour lui dire, écoutez, acheminez votre produit chez nous, vers nous, pour que nous puissions en fait tester la validité. Je vais profiter aussi, vous avez parlé du programme de finance carbone. Je vais profiter pour dire en fait, pour vous demander en fait si vous êtes au courant ou si vous suivez, si vous êtes partie de l'Alliance mondiale pour les foyers améliorés, le GAC. Oui, vous bien sûr. D'accord, très bien. C'est impossible de ne pas y faire partie si on travaille dans le menu. Mais je crois que dans ce pays, dans notre cher petit pays, il y a d'autres acteurs qui interviennent. On a dans le secteur de la production de briquettes
ou dans le secteur même de réchaud amélioré ou des presses de fabrication de briquettes et qui ne sont pas au courant. Donc, je profite pour leur dire de visiter ou de trouver des informations concernant en fait cette alliance. Avant de continuer, je crois qu'on a déjà épuisé une bonne partie en fait de l'émission. On va prendre une petite pause. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, n'a pas un petit pause, n'a pas un petit campé, n'a pas commencer tout à l'heure. Merci. Ok, donc nous revoilà à nouveau. Je vous rappelle que vous êtes sur Focus Énergie, Radio Métropole, et vous suivez notre émission avec un invité spécial, Dr Rafaela Beyanka, de Lifeline. J'ai du mal à prononcer le mot. Non, c'est très bien, oui. Donc, et on parle de réchaud amélioré. Comme je disais avant, j'avais une dizaine de questions à poser à la docteur Beyanka, mais je crois qu'on va continuer à laisser de côté parce qu'elle dit tellement de choses intéressantes qu'on va continuer à en parler. Je disais avant la pause que pour les fabricants pour les éco-entrepreneurs de ce pays, tous ceux qui travaillent à l'amélioration ou à la lutte contre la prédation forestière ou la prédation de nos ressources ligneuses, donc qu'ils devraient en fait, s'ils ne l'ont pas déjà fait, s'informer sur le crédit carbone, sur les options de financer des actions en fait en Haïti à partir des fonds disponibles à ce sujet. Et Dr Beyanka, à nouveau, continuez à nous parler en fait de vos activités, de l'institution. Oui, donc où est-ce qu'on était? On produit les réchauds améliorés et notre problème le majeur pour la diffusion du réchaud amélioré ici, c'est que le prix est plus haut que ceux des réchauds améliorés. Alors, il semble parce que quand on l'achète, ça coûte plus cher. Mais la chose que vraiment je voudrais communiquer au public, c'est que c'est plus bon marché. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est la durabilité. Nos réchauds peuvent durer minimum, le réchaud lui-même, c'est 1 an, on dit 1 an, ça dure plus que ça. Et la chambre de combustion, on peut la changer après une utilisation de au moins 6 mois. Et si on l'utilise bien, ça veut dire on n'y jette pas de l'eau et des choses comme ça, ça peut durer beaucoup plus. Et donc déjà là, ça veut dire que on ne doit pas changer le réchaud chaque 3 mois, même moins que ça avec le réchaud traditionnel. La deuxième chose, c'est la consommation du combustible. Ça peut être le charbon ou bien les briquettes. Alors là, l'efficience de notre réchaud, c'est 35%, on peut dire. Ça signifie que par rapport au réchaud traditionnel, on utilise un tiers. Exactement, un tiers du charbon. Mais en fait, quand on parle avec les clients finaux, comme on le fait pour avoir une idée de ce qu'on produit, comment ça se passe, ils nous disent qu'ils utilisent la moitié du charbon parce que
par exemple, on a une petite porte qui peut régler l'apport d'oxygène. Donc, le réchaud traditionnel est ouvert. Ça veut dire que le combustible peut prendre tout l'oxygène qu'il veut. Ça veut dire que ça brûle plus vite. Parfois, on n'a pas besoin de brûler très vite. Quand l'eau a déjà commencé à bouillir, quand on fait les pois, le riz, et une fois que l'eau a commencé à bouillir, on peut fermer cette petite porte et modérer l'apport d'oxygène. Alors, on continue à bouillir, mais on ne gaspille pas les combustibles. Je vais essayer de voir, je vais faire une petite intervention émotionnelle d'abord. C'est pour dire que maintenant que vous m'expliquez, j'ai déjà dit que j'ai pas encore vu le prototype. Donc, ce que moi-même j'ai en tête, c'est le réchaud traditionnel haïtien à 3 pattes. Je vois en fait comment je mets le charbon. J'allume en fait le feu et je vois les cendres, n'est-ce pas, au fur et à mesure que le charbon brûle et se consume. Donc j'ai les cendres qui s'écoulent en dessous du réchaud. Donc maintenant, je transpose ça à l'amélioration que vous avez apportée. Je mets d'abord une amélioration simple. Je dis donc voilà, donc on a d'abord un plateau qui recueille les cendres qui s'éliminent d'un côté. Et deuxièmement, maintenant, la partie du bas de ce réchaud, elle est fermée. Oui. Et en plus, il y a une petite porte qui permet de réguler. Et si je fais si je compare avec un réchaud à gaz, ce serait faire bouillir à petit feu. C'est exactement ça. Donc, si j'arrive à entrouvrir la petite porte de combustion, de facilitation de la combustion, j'entrouvre, je referme, ça me permet de réguler, de mettre à petit feu ou d'augmenter le feu. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous avez dit avant, donc on peut réduire. Donc je ferme la petite porte, j'ai pas besoin d'autant d'oxygène pour alimenter la combustion, donc je réduis ma consommation de charbon ou de bois. La deuxième chose, on couvre, n'est-ce pas? Absolument, oui. Donc, si on couvre en plus, donc on réduit. C'est comme si on conseillait quand même de faire un simil comme le pot la olla à pression. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive en espagnol à la tête maintenant. Et la cuisson, en fait, les casseroles de cuisson à pression. À pression, oui. D'accord. Donc, c'est un petit peu faire de façon artisanale ou bien faire une façon à nos moyens disponibles, les moyens de bord, utiliser les mêmes principes en réalité. Donc, le grand problème que je crois que nous avons, et c'est là que Focus Énergie peut vous accompagner, peut vous aider, c'est à habiliter des passerelles pour faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'il y a une façon de changer la façon d'agir. C'est pas parce qu'on a toujours fait de la même façon que c'est bon. Oui. Deuxièmement, c'est pas la rentabilité. Là, c'est un petit peu dur à faire comprendre. C'est que si j'ai 100 gouttes pour acheter en fait un réchaud normal, et vous me dites que l'autre réchaud amélioré coûte 1000 gourdes, il me faut prévoir 10 fois plus. Et est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir financer ce type d'acquisition? Est-ce qu'on peut penser à ça, par exemple, docteur Belanca? Alors, tout d'abord, il faut dire que quand on utilise un réchaud amélioré comme le nôtre pendant un mois, on a déjà repayé son coût. Après un mois, on commence à gagner. Donc, on dit que les gens qui sont plus faibles d'un point de vue économique n'ont pas les moyens d'acheter un réchaud amélioré. Donc, c'est surtout ces gens qui vont gagner le plus parce que c'est une façon de gagner de l'argent, pas de dépenser de l'argent. Il y a ce problème que on l'appelle upfront cost barrier. C'est le coût initial. Ouais. C'est vrai, je gagne après un mois, mais je dois dépenser aujourd'hui. Je n'ai pas l'argent dans ma poche. Alors, pour travailler avec ça, il y a des façons différentes. C'est pas tout à fait facile de travailler avec du microcrédit. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Parce que c'est pas assez cher.
D'accord, Alors, dans le ouais. microcrédit, il y a des frais de transaction, et des gens qui doivent s'occuper de faire tout ce travail, ça coûte. Alors, si on achète un système de panneaux solaires, ça vaut la peine, parce Ouais, que certainement, ouais. la somme, c'est plus haute. Mais pour un réchaud qui va coûter 550 gourdes, 750 gourdes, vraiment, les frais de transition ne sont pas, on ne peut pas justifier. Et disons, simple réflexion mentale. Donc, au lieu de parler de microcrédit, parlons de nanocrédit. Donc, la possibilité de nous financer l'acquisition Oui. d'éléments énergétiques beaucoup moins chers. C'est-à-dire, si j'ai 500 gourdes, et sincèrement, on peut croire qu'il y a des personnes en Haïti actuellement qui ne disposent pas de 500 gourdes pour acheter Sans en fait doute, ce oui. réchaud. Est-ce qu'on peut habiliter? Là, je me demande si un programme social, en ce sens, une sorte de crédit social de la communauté, ou bien ne pourrait pas servir en fait. C'est à vous c'est à votre institution d'essayer de trouver Oui, alors- ce genre de nanocrédit de support pour acquisition oui. Alors, dans ce sens, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, on a commencé à travailler avec les écoles, les églises, les groupes communautaires, parce qu'on a besoin, pour pouvoir faire du crédit, on n'a pas, nous-mêmes, on n'a pas la structure pour pouvoir aller chercher l'argent chez chaque client. C'est trop, ça coûte trop cher pour C'est nous. très coûteux, oui. Très coûteux. Mais si on travaille avec des institutions où il y a une relation de confiance entre ceux qui représentent notre organisation, peuvent vendre, et les clients finaux, comme est le cas par exemple dans les écoles, dans les églises, on se connaît et on peut dire ok, tu peux payer dans 3 fois par exemple. C'est mettre en place des réseaux. Alors oui, exactement, des réseaux sociaux. Alors là, on a des programmes où on fait de crédit. On fait de crédit à le représentant qui fait la vente dans l'école, par exemple. Et eux, ils peuvent faire du crédit aux parents des élèves, à la communauté autour de l'école et des choses comme ça. Aussi, il y a des systèmes pour, au niveau de groupes communautaires qu'on pourrait utiliser pour créer la possibilité d'achat. Alors, par exemple, si on est 6 personnes dans un groupe, je crois qu'en Haïti, on l'appelle les sols. Les sols, oui, Les c'est ça. sols. C'est ça. Exactement. Alors, la première personne peut acheter cette semaine, le premier réchaud, C'est ça. et puis la deuxième semaine, et dans quelques semaines, tout le monde a un réchaud. Oui, c'est Et bien, ceux c'est bien. qui ont reçu le réchaud En premier ou en premier, ils peuvent commencer à faire de l'économie sur le charbon. Donc, l'argent qu'ils vont mettre après, c'est en fait l'argent de l'économie qu'ils sont en train de faire. Donc tout cela, c'est un problème, c'est un travail de communication qu'il faut faire aussi. Donc il faut en parler, il faut le dire, il faut expliquer ce que vous faites en fait. Il faut communiquer. Mais je crois qu'il faut demander aussi, il faut insister auprès des décideurs, auprès des institutions en fait haïtiennes pour leur dire ce que vous faites, pour demander d'être accompagnés en un certain sens, parce que ça, c'est aussi une possibilité de validation de ce que vous faites, de montrer en fait le côté social et le côté d'éco-entreprise, ou si vous voulez, d'économie sociale que vous réalisez en fait dans le pays, non seulement la technologie. Absolument. Sur la question de la communication, c'est en fait encore plus que ça, parce que parfois, même si les gens n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils peuvent faire des sacrifices pour acheter, mais ils doivent être sûrs que le produit qu'ils achètent est un bon produit. Absolument, c'est possible. Alors, si moi je le dis, bon, ils m'écoutent, mais Non, c'est les voisins. Si les voisins, si je peux voir les réchauds chez les voisins, alors ça, c'est quelque chose de très puissant.
on trouve que quand quelqu'un achète un réchaud, tous les voisins vont acheter le réchaud après. Oui, parce Donc, qu'ils voient que ça fonctionne et que c'est exactement. vrai. Non, c'est aussi un problème de crédibilité. Vous créez quand même une marque, vous créez une habitude de fonctionnement, vous changez une mentalité, vous contribuez à changer une mentalité au niveau énergétique aussi dans le pays. Et j'insiste à nouveau, il faut absolument aller voir les autorités énergétiques du pays. Il faut leur en parler, il faut expliquer ce que vous faites, il faut leur demander d'accompagner aussi bien au niveau, même au niveau légal, parce que c'est bon pour Haïti aussi. Parce que vous savez, les actions qui ont lieu dans le secteur en fait de l'énergie en Haïti ne sont pas connues à l'extérieur. Donc là encore, cette émission sert à ça. C'est pour ça que nous recevons des informations venant de l'Afrique. Nous avons un tas de contacts en fait sur notre compte Twitter qui nous arrivent du Burundi, de la Côte d'Ivoire. Et je vous assure que c'est une expérience qui me fait ça me fait bien de voir que à partir d'Haïti, on se rend compte, les gens à travers le monde savent ce qui se fait en Haïti, comme on le fait, nos souffrances et aussi nos grandeurs aussi. Il faut pas oublier que ils sont tous passés par là, quels qu'ils sont en fait. Bon, continuez s'il vous plaît. Absolument. Bon, de la côté des institutions, c'est sûrement l'énergie, mais c'est aussi la santé. Parce que, en fait, les dernières chiffres qui viennent de l'Organisation mondiale pour la santé sont que la pollution, indoor air pollution, donc, la pollution qui vient, la pollution fumigère, on pourrait dire, les particules, en fait, tout ce qui est lié en fait, aux effets nocifs de production de fumée, oui. Et ça amène 4,3 millions de morts par an. Alors, ça veut dire que ça, c'est beaucoup plus que la malaire, la tuberculose et toutes les grandes maladies dont on s'occupe beaucoup, avec beaucoup de financement, et on ne pense pas à ces problèmes, à des problèmes respiratoires liés à la cuisson avec des réchauds traditionnels ou les feux à trois pierres. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a fait pour des milliers d'années. Alors, on ne peut pas s'imaginer que c'est nocif. Mais en fait, grâce à toute l'étude qu'on a fait sur la fumée des cigarettes, on a pu constater que beaucoup des problèmes respiratoires qui se développent sont dus à la cuisson avec... Surtout si c'est des ambiances fermées, dans des pièces fermées. Donc, dans le même espace, donc vous faites la cuisson, la fumée, en fait, c'est ça le principal problème. Avant, un feu de pierre, en fait, sur un foyer à 3 pierres, ça se faisait à l'extérieur, ça se faisait de temps à autre, pas de façon continue, et l'exposition de l'individu à ces fumées était moindre. Et le nombre de cas, on était une population beaucoup moins nombreuse en réalité, et l'impact était moindre. On n'était pas non plus à ce degré de sophistication technologique pour savoir en fait les effets, les causes, n'est-ce pas, de ce genre en fait de comportement, oui. Absolument. Mais de toute façon, même si c'est ouvert, comme on doit s'asseoir tout près du feu pour faire la nourriture, ça signifie que on est quand même exposé, absolument. On est quand même exposé beaucoup. C'est ça. Oui, donc la santé. Et de l'autre côté, on a l'aspect économique, social. Donc, c'est l'environnement, la santé et l'économie. Et permets-toi un petit seconde de conseiller encore non seulement au niveau de l'Alliance globale pour les foyers améliorés. Il y a une petite publication que j'aurais voulu que les auditrices et les auditeurs puissent... Bon, ça peut se trouver sur Internet. C'est une publication en fait des Nations Unies. Ce sont les options en matière de cuisson des aliments dans les situations liées aux réfugiés. Donc, même si c'est une publication qui a été pensée pour les réfugiés, on trouve des cas qui se ressemblent énormément à ceux dont on parle actuellement avec Dr Beyanka sur l'utilisation des réchauds améliorés dans des camps de réfugiés, sur la cuisson
et la problématique de la cuisson et l'utilisation de combustible, l'utilisation efficiente de combustible. Et Dr Bianca, vous produisez combien de réchauds par mois, par année? Oui, par mois. La production est liée à la vente, donc on vend à peu près 500 par mois. 500 par mois, c'est quand même bien, c'est bien. Le coût de chacun, en fait, c'est le même type de réchaud. Vous avez combien de types de réchauds? Pour le moment, on en a 3. On a le petit qui peut être utilisé pour une petite famille ou bien pour faire la sauce, la viande, la friture. Et ça coûte 550 gourdes. Puis on a un modèle qui est identique mais plus grand. C'est pour la famille standard haïtienne, oui, pour les riz et les pois. Puis on a les doubles. Donc le double a ses pieds, c'est rectangulaire. Et là, on a l'espace pour un petit foyer et un foyer médium. D'accord. Et il a ses pieds. Et puis, on est en train de développer un modèle plus grand pour les manger cuites. Pour le manger cuit. Excellent. Donc, vous n'avez pas dit le coût. Vous avez dit 550 pour le petit et les deux Pour autres? les petits, les médiums, c'est 750 gourdes. Et les doubles, c'est 1500 gourdes plus les pieds. Et l'autre, on ne sait pas, parce qu'on est en train de développer. Vous avez dit avant quelque chose sur laquelle, en fait, j'aurais voulu revenir. Vous avez dit qu'il y a des pièces à changer. Vous savez qu'en Haïti, la culture de l'entretien, le mot entretien semble ne pas exister. Donc, si il y a en fait une partie qui peut s'abîmer et qu'on doit peut-être acheter à nouveau après 6 mois ou après 1 an, je crois que cela peut poser des problèmes, surtout s'il n'y a pas d'indication concernant, 1, la conservation, 2, et le moment auquel il faut penser à changer la pièce, et ensuite, comment trouver cette pièce et quel est le coût de cette pièce qu'il faut changer. Alors, tout d'abord, il faut dire que chaque fois qu'on vend un réchaud, il vient avec son manuel. Donc, c'est une feuille d'explication de comment on peut se prendre soin du réchaud. Et chaque réchaud a un numéro d'identification. Alors, s'il y a des problèmes avec les réchauds qui sont des problèmes de fabrication, on peut retourner chez le vendeur et on les change. Maintenant, si bien sûr que les réchauds va avoir après quelque temps les réchauds, il faut changer la chambre de combustion par exemple. Ouais. Alors ça c'est clair parce que elle se consume. Alors on voit que nos clients soit ils retournent chez les vendeurs et ils peuvent acheter la grille pour les changer. Ou bien, on a aussi vu que quelques clients commencent à demander à ses boss. Ça, c'est très bien en fait. Il faut faire attention à la qualité. Donc, par exemple, on a vu des bols qui sont faits avec le métal des frigidaires. Et ça, c'est très bon métal. Alors, la qualité est peut-être, on n'a pas terminé de tester, mais je crois que ça peut être quelque chose une qualité valide. Mais bien sûr, il y a aussi peut-être d'autres modèles qui sont faits avec un métal qui est plus faible et tout ça. Donc, il faut faire attention. Mais ça, c'est bienvenu. C'est bien. Donc, ça veut dire qu'il y a transfert de technologie en ce sens-là. Absolument. Il y a un écosystème qui se développe. Il y a la vie qui se reproduit à l'intérieur. Ouais. C'est bien. Et est-ce que vous avez aussi considéré, vous avez dit qu'il y a un manuel qui accompagne la livraison, qui accompagne en fait le produit lorsqu'il est vendu. Ce manuel, vous avez considéré en fait votre public, votre clientèle, c'est-à-dire la typologie de votre clientèle. Est-ce qu'il s'agit d'une clientèle qui sait parfaitement comprendre les messages qui lui sont transmis, sous quelle forme
sont élaborés les messages d'identification ou de montage ou de quoi que ce soit. Est-ce que vous avez pris en considération tous ces éléments, toutes ces conditions de contour? Ça, c'est très important, en fait. J'espère que ce qu'on a fait est compréhensible. Chaque vendeur a été formé pour expliquer aux clients ce qu'il faut faire. Dans le petit manuel, il y a des illustrations. Donc, il y a une explication en créole, mais il y a aussi l'image. Okay. Et donc, on continue à travailler là-dessus pour le rendre encore plus clair. Puis, on a aussi un calendrier, en fait, où, pour chaque mois, on a une recette de cuisine haïtienne, un plat qui a été fait avec notre réchaud et on explique exactement quand on peut fermer la porte et combien de briquettes, combien de charbon et tout ça. Et vous en avez combien de recettes déjà préparées, déjà élaborées? 12. 12. C'est le calendrier. Oui, ça fait un mois. petit manuel, d'accord, très bien. Donc, vous l'avez, c'est publié sur votre site, ou bien est-ce qu'on peut avoir accès? Est-ce qu'on peut, je ne vais pas dire pirater, est-ce que je peux l'avoir, en fait, pour le partager avec les autres sur le compte Twitter? Ça m'intéresserait d'avoir, en fait, ce petit manuel pour le diffuser sur mon compte Twitter pour dire, écoutez, voilà, avec les réchauds améliorés de Lifeline, n'est-ce pas, ce qui peut être fait et comment on le fait? Oui, on peut sûrement faire ça. Les fichiers du calendrier sont un petit peu lourds, Okay. mais on peut le trouver sur Internet et sur notre site Facebook, on a publié chaque recette dès qu'on la faisait parce que on a vraiment essayé au bureau de faire tous les plats. C'était très bon. Ah, ok, d'accord. Donc, et si on utilise du propane, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le faire, c'est pas le même goût, c'est pas la même façon, c'est pas la même technique. On peut essayer, mais dans les recettes, dans notre description, il y a toutes les suggestions qui sont. Bon, je vous promets, je vous propose d'ouvrir en fait sur mon compte Twitter en fait un lien ou de dire les plats cuisinés au réchaud amélioré de Lifeline et du mois, en fait, le plat du mois de juin, par exemple, du mois de mai. Ouais. D'accord? Je vais dire, voilà, et voilà le plat, et je le partage avec mes followers, ceux qui me suivent, en fait, sur le compte Twitter. Je vais le partager avec eux. Fantastique. Et, bon, je vous ai parlé, en fait, du Bureau des Mines, je vous ai parlé des institutions, je vous ai parlé des éco-entrepreneurs, et vous êtes spécialiste en combustion. Comment voyez-vous en Haïti la mentalité énergétique? C'est-à-dire, par rapport à la consommation de combustible, moi je crois que nous sommes un pays qui, malgré nos maigres ressources, malgré nos faibles disponibilités, je vois qu'on est très gaspilleur au niveau énergie. C'est-à-dire, on est une société qui consomme ce qu'elle n'a pas parce qu'on consomme mal. Est-ce que vous avez des conseils à donner au niveau de comment utiliser? Par exemple, il y a une chose très simple que je voudrais faire et c'est sûr qu'on l'abordera dans l'une des émissions, c'est l'éco-conduite, c'est-à-dire comment conduire la voiture pour consommer le moins d'énergie possible. Oui. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner en ce sens? Qu'est-ce que vous avez observé? Parce que ça fait 2 ans déjà que vous vivez en Haïti ou? 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Donc, durant cette année et demie que vous avez, que vous êtes en Haïti. Absolument. J'ai plein d'exemples de choses que moi je me disais, mais c'est pas possible, j'y crois pas. L'un des problèmes, c'est que, par exemple, Haïti est plus près aux États-Unis qu'à l'Europe. Alors, parfois, on a des habitudes de gaspillage qui sont plus près des habitudes de gaspillage des États-Unis. En Europe, l'énergie coûte beaucoup plus cher. Absolument, oui. Alors, on y pense beaucoup plus. Et bon, ma mère était petite quand il y avait la guerre en Europe. Et donc, je suis grandie avec l'idée que si je laissais la lumière allumée dans ma chambre et je sortais pour 1 seconde, elle me criait. Donc, j'ai toujours dans ma tête que il faut
il faut regarder. Dès qu'on sort d'une pièce, il faut éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Par exemple, je vois quand il y a des voitures qui sont garées et le moteur continue à aller. Et ça, c'est étonnant pour moi. L'utilisation de l'air conditionné, par exemple, comme on le fait aux États-Unis, 16 degrés, moi, je suis toujours en train de friser. C'est vrai, trop froid. Non, c'est qu'il y a la notion, en fait, en Haïti, de confort thermique que parfois, quand j'arrive à un bureau, je vois l'air conditionné, la climatisation à 18-19 degrés, je leur dis, écoutez, sincèrement, pour avoir situer en fait la climatisation à 23 degrés, 24 degrés. Ils le font et ils se sentent bien. Ok, j'avais pas pensé. Mieux. C'est-à-dire, oui. On ne peut pas penser en été, à vivre comme si on était en hiver. Bon, absolument. Et sur ces conseils, je crois qu'on va devoir terminer parce qu'on a épuisé quasiment notre heure d'émission. Donc, on va terminer. On vous remercie énormément, le staff de Focus Énergie, d'avoir participé. Merci beaucoup à vous et merci aussi au public qui nous a écoutés. Merci, Dr Bianca. Et je profite en fait pour prendre congé de vous, chères auditrices, chers auditeurs. Simplement vous rappeler à nouveau que Focus Énergie veut transmettre une nouvelle énergie, mais surtout prétend créer en Haïti cette citoyennisation énergétique de laquelle Haïti pourrait se sentir fier d'ici à quelques années, ou pourquoi pas, commençons dès aujourd'hui. Merci et à nouveau à la 8e. Nous sommes écoutés Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sous Focus Énergie, en pile spécialiste à discuter sur solutions que capoter sur problème énergétique pays. Public là tout doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi.